Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On reçoit encore une fois de plus dans notre studio Yann Guignon qui est avec nous dans le Da Fresh Morning. C'est un Gabonais traiteur, un gars qui fait le tour du monde. Tu fais le tour du monde, hein? Pas encore fait. Mais tu fais le tour du Gabon quand même. Le tour du Gabon. À la découverte de l'Iboga. Ces derniers temps, tu étais en voyage, tu étais en voyage à l'intérieur du pays. Exactement. Qu'est-ce qui a motivé ton voyage? Alors, j'ai d'abord fait une première mission dans l'Ingounier avec toute mon équipe et aussi en partenariat avec l'association Mouissi Environnement qui est basée à Mouila. Et là, on a fait en gros le tour des communautés traditionnelles qui sont engagées dans la valorisation des produits forestiers non ligneux gabonais à forte valeur ajoutée. Donc, pour être un peu plus précis, on a fait le tour des communautés traditionnelles qui plantent, qui conservent et qui plantent l'iboga et d'autres plantes médicinales qui sont propres au patrimoine culturel gabonais. Donc, on a fait Saint-Martin-des-Apingi. On a fait, c'est célèbre ça, Saint-Martin-des-Apingi. Oui, c'est d'ailleurs le village du monsieur là, qui est venu avec moi. D'accord. Voilà. Et Saint-Martin-des-Apingi, Mamiengue, Mandilou, Kouania sur la route de Sindara. Donc ça, c'est toutes les communautés avec qui on travaille. Et puis après, on est rentré sur Libreville et nous sommes repartis avec une mission du ministère des Eaux et Forêts, l'équipe Nagoya, en fait, du protocole de Nagoya, dans le Goué-Vindo. C'est quoi le protocole de Nagoya? Le protocole de Nagoya, c'est un protocole international relatif à la biodiversité et à la protection du patrimoine culturel et naturel des pays signataires. Et grosse fierté, très grande fierté gabonaise, le Gabon est le premier pays au monde à avoir ratifié ce protocole en novembre 2011. Et donc en gros, ce protocole dit qu'aucune ressource génétique gabonaise et aucune ressource culturelle gabonaise ne peut être exploitée, exportée, sans qu'il y ait un partage des avantages et des bénéfices qui en découlent parfaitement. Mais comment se fait-il que l'Iboga se retrouve à l'étranger? Il y a 200 ans... il y a des Occidentaux ou des accidentés, on va dire, ont découvert, entre guillemets, c'est le syndrome Christophe Colomb, l'iboga, et puis ont décidé de le regarder dans leur microscope à l'étranger. Et puis évidemment, ils ont fait ce que tous les Occidentaux ont fait, et certains continuent de faire malheureusement. Ils se sont appropriés. Voilà, ils ont commencé à d'abord s'approprier les découvertes du potentiel thérapeutique, des potentiels thérapeutiques de cette plante, et à le commercialiser, effectivement. En France, ça a été commercialisé depuis 1901. On en a fait des bonbons, des chewing-gums, des suppositoires, etc. J'en passe et des meilleurs. Ça a été interdit en 2007, suite à un accident avec un Gabonais dans le sud de la France. Mais les Américains, eux, beaucoup plus virulents, ont déjà déposé 14 brevets d'utilisation thérapeutique de l'ibogaïne, donc extraite de l'iboga. Et même aujourd'hui, l'ibogaïne était introduite en bourse au Nasdaq aux États-Unis. C'est carrément introduit en bourse. Et on dit de l'ibogaïne que c'est la nouvelle révolution thérapeutique du 3e millénaire. Donc c'est vraiment Mais pourquoi pour nous c'est toujours Mais il était dit que l'iboga ne pousse pas ailleurs, n'est-ce pas? Alors, c'est une grande légende gabonaise, un peu comme la légende de Cousteau. Oui. Voilà, ça fait partie des choses qui sont dites et qui sont pas tout à fait fausses, mais pas tout à fait vraies, malheureusement. Donc d'abord, l'iboga ne pousse pas qu'au Gabon, parce que l'iboga, ça pousse dans les forêts du bassin d'Afrique du Congo. Donc on trouve aussi de l'iboga au Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est qu'ils ont rasé la plupart de leurs forêts. Donc là où il n'y a plus de forêt, là où il n'y a plus d'éléphants, là où il n'y a plus de tradition, il n'y a plus d'iboga. Oui. Parce que l'iboga est lié à la forêt, est lié à certains animaux, en particulier les éléphants, et aussi est lié à ceux qui consomment l'iboga, c'est-à-dire les tradipraticiens. Mais on trouve de l'iboga au sud Cameroun, on trouve de l'iboga dans l'est du Congo, on trouve de l'iboga même dans des coins assez reculés. On en a trouvé en Côte d'Ivoire, on en a trouvé en Afrique du Sud, du côté du Mozambique. Moi, je suis allé chez les Sangoma en Afrique du Sud, c'est-à-dire les Nganga sud-africains, et ils utilisent l'iboga là-bas. Alors c'est une différente variété, il y a beaucoup de variétés d'iboga, mais on en trouve. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que les hommes occidentaux, et pas seulement les occidentaux, aussi les asiatiques, les israéliens, ont découvert l'iboga, ils sont en train de tenter de le domestiquer. Donc il y a de l'iboga aujourd'hui qui a été planté au Costa Rica, il y a de l'iboga qui a été planté au Mexique, il y a de l'iboga qui a été planté en Thaïlande.
Il y a des gens qui sont en train d'essayer de modifier l'ADN, la génétique de l'iboga pour le faire pousser dans des coins extrêmement reculés, comme par exemple en Australie ou en Israël. Et on va voir si la science dépasse le mystique. Personnellement, j'essaye d'en douter. Mais pourquoi tu en doutes? C'est à cause de ça que quand on entend Iboga, on a peur, on panique, on croit que c'est un truc bizarre, alors que d'autres personnes sont en train de prendre en considération sur le plan scientifique. Nous-mêmes, les Gabonais qui vivons sur la terre de l'Iboga, on est toujours sceptiques quant à cette plante ou bien à ses effets. C'est pas possible. Il y a une mauvaise communication autour de la chose. Il y a d'abord, avant tout, un traumatisme. Kokolo, Ngongol, c'est la résultante de la coloniale, de l'évangélisation. Tout à fait. Voilà, c'est ça le problème à la base. Ouais, mais on a dépassé tout ça. Non, on n'a pas dépassé. Pas réellement. Puisqu'on continue à Jean-Paul, on va pas rester dedans pendant longtemps. Non, mais il y a un fait qui est là, c'est que les chrétiens continuent à diaboliser les Nganga. Et c'est les Nganga qui utilisent l'iboga en général. Ils continuent à décrier nos rites initiatiques, nos rites ancestraux. Comme étant nocifs. Et la presse aussi en fait des choux gras lorsqu'il y a des accidents dus à la consommation, à des surdoses par exemple d'iboga. On n'a pas de commentaires élogieux de la part de la presse. Donc tout ça participe justement à créer cette espèce de psychose. Yann, lors de ta mission en province ici au Gabon, qu'est-ce que tu recherchais exactement? Est-ce que l'iboga était travaillé différemment d'une région à une autre? Alors, qu'est-ce qu'on recherche? Bon, déjà, moi, j'ai fondé et je co-dirige une organisation internationale qui s'appelle les Bénédictions de la Forêt. Ce que l'on fait, c'est qu'on convainc les gens qui ont été sauvés grâce à l'iboga dans le monde de financer la conservation et la culture de l'iboga et l'implémentation du protocole de Nagoya. Donc, moi, je récupère des fonds des États-Unis et de l'Angleterre, d'accord, et que nous, on redistribue aux communautés villageoises traditionnelles, structurées en associations, qui conservent et qui cultivent l'iboga. Donc nous, déjà, la première démarche, c'est qu'aujourd'hui, on soutient financièrement 11 communautés villageoises à travers le pays, et de plus en plus. Comment s'étale ce soutien? Vous venez, vous leur donnez du pognon? Alors, ça ne se passe pas exactement comme ça. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Alors d'abord... Parce qu'elles vivaient dans un environnement bien tranquille et tout ça. C'est pas sûr qu'elles ont demandé à la communauté internationale de filer du pognon. Ouais, alors voilà. Non, alors déjà, ce qui se passe, c'est qu'on va à leur rencontre. Donc, on n'arrive pas comme ça, comme des cow-boys. On arrive à leur rencontre. On va d'abord à la rencontre uniquement des communautés traditionnelles, villageoises traditionnelles, donc qui pratiquent clairement les rites traditionnels ancestraux gabonais. Oui. Voilà. Après, on fait de la sensibilisation. D'accord, on explique la situation aussi vis-à-vis de l'iboga. On pose des questions. On voit s'ils sont intéressés par des projets agroforestiers. D'accord. Sous modèle permacole. Et quand ils sont intéressés par des projets agroforestiers sous modèle permacole, d'accord, donc le contraire de la monoculture, eh bien, on leur propose une convention. Donc la convention, elle est très simple, c'est on leur donne, on leur donne des fonds, on leur donne du soutien matériel, on leur donne du soutien technique pour qu'ils puissent aménager une parcelle généralement d'1 hectare autour de leur village et qu'ils puissent y planter principalement de l'iboga et autour de ça d'autres produits forestiers non ligneux. Donc on est aussi en convention avec le ministère des Eaux et Forêts, ça se fait pas comme ça. On a une convention de 5 ans avec le ministère des Eaux et Forêts et donc on design 1 hectare de plantation de produits forestiers non ligneux autour de l'iboga. Après, autour de ces plantations, on développe de l'apiculture, d'accord, parce qu'il y a aussi le problème du conflit homme-éléphant. Ouais. J'ai une double casquette. Je suis aussi consultant en médiation interculturelle et en développement durable. Je suis consulté régulièrement par l'association Conservation Justice, qui est le leader au Gabon dans la lutte contre le braconnage. Donc, c'est un sujet extrêmement sensible, le conflit homme-éléphant. Et moi, après 4 ans de recherche assez pointue, j'ai expliqué aux fondateurs de Conservation Justice que lutter contre en Gabon était un petit peu vain et qu'il fallait essayer de trouver des alternatives. Donc on a découvert en fait que l'agroforesterie et l'apiculture étaient une alternative au conflit homme-éléphant et au braconnage. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'un villageois, évidemment, si la maman fait les plantations et que les plantations sont détruites par les éléphants et qu'on ne propose pas de solution, évidemment, le villageois, à un moment donné, il va choper la haine contre les éléphants et puis dès qu'il va pouvoir en buter un, il va vendre l'ivoire pour rembourser la perte
inhérente à la destruction des plantations. D'accord. Bon. Donc plutôt qu'arrêter les gens, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On finance des activités génératrices de revenus dans les villages et on protège les plantations plutôt qu'avec des barrières électriques, on les protège avec de l'apiculture. Donc, C'est quoi l'apiculture? Eh bien, c'est l'élevage d'abeilles. Ah, d'accord. Donc, on met des ruches, en fait, tous les 10 mètres autour des plantations. Et il se trouve que là où il y a des ruches, l'éléphant ne s'approche pas. Voilà. Donc, non seulement c'est une solution écologique qui évite de mettre des barrières électriques qui sont très difficiles d'entretien, qui coûtent cher et qui sont dangereuses aussi. Oui, pour voilà. l'homme aussi. Exactement. Donc c'est une solution, en fait, on ne crache pas dessus. Je veux dire, elle se fait dans certains endroits, mais nous on expérimente une autre solution, c'est l'apiculture, c'est naturel, et en plus ça génère des revenus plutôt que coûter de l'argent. C'est sans danger et ça génère des revenus. Donc nous on propose cette convention avec les communautés villageoises, et si elles le veulent, eh bien on les finance, on finance le matériel, on fait du soutien technique, et puis autour de ça on développe encore d'autres choses, on développe la pisciculture, donc l'élevage de poissons, on développe l'écotourisme, et aussi on développe l'artisanat traditionnel. Donc aujourd'hui on fait ça dans 11 villages, on fait ça en toute transparence, on fait ça en étroite collaboration avec les autorités gabonaises, enfin avec le ministère des Eaux et Forêts, et aussi bien sûr en consultant l'ensemble des associations de tradipraticiens. Est-ce que vous expliquez aux villageois et aux populations qui maîtrisent encore ces techniques qu'il est temps pour elles de vulgariser ça pour que tout le monde en bénéficie? Bien sûr, on l'explique. De toute façon, c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est de protéger ce patrimoine culturel-là. Donc, on explique aux villageois que leurs connaissances ont une valeur et qu'il faut les protéger. En fait, aujourd'hui, on parle de propriété intellectuelle sur ces connaissances-là. Le protocole de Nagoya protège ça. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances qui sont en train de s'évader à l'étranger, qui font le chou gras de très grosses sociétés, de très grosses cliniques. Et aujourd'hui, il y a des instruments juridiques qui permettent de protéger ces connaissances-là et mieux encore, d'attaquer les cliniques internationales, les laboratoires internationaux qui se sont appropriés ces connaissances-là, les attaquer pour biopiraterie, tout simplement, et de forcer ces structures-là à reverser une redevance au Gabon, à un fonds qui est en train de se créer au Gabon, qui sera géré par le Gabon, et autrement, en attendant, à des organisations non gouvernementales qui ensuite font la redistribution auprès des communautés candidates à la conservation de ce patrimoine-là. Ça, c'est intéressant, ça. On va les consommer. Donc on essaye de le faire. On va consommer. Oui. Les populations pratiquent toujours le rythme de la même manière qu'il y a des siècles, des années. Pas toutes, il y en a, oui. Il y a évidemment des orthodoxes qui ont conservé les rites tels qu'ils étaient il y a des milliers d'années. Et eux, on les trouve où? On les trouve on les trouve à l'intérieur du Gabon, dans des coins très très profonds, et on les trouve des fois aussi à proximité, mais ce sont des gens discrets. Mais oui, les rites traditionnels gabonais se pratiquent, Dieu merci, encore dans de nombreux endroits de façon authentique. Après, évidemment, dans les grandes villes, il y a des variantes. Les choses évoluent. Le bouiti est une chose qui n'est pas écrite. Donc, le bouiti et autres traditions gabonaises ne sont pas écrites. Donc, elles évoluent, elles s'approprient, elles sont enrichies de visions, elles sont enrichies de consultations. Donc, elles évoluent beaucoup. Mais on trouve encore des gardiens des traditions authentiques. Alors, moi, je vous dirais, en tant qu'occidental accidenté, que j'aurais tendance à pas faire trop de publicité pour ces endroits, parce que si vous commencez à dire là-bas ils font les choses dans les règles de l'art, vous allez avoir une armée d'étrangers qui vont vouloir débouler, qui vont vouloir oui, moi je veux l'expérience authentique, et ce n'est pas forcément quelque chose de bon pour l'occidental et autres, parce qu'il n'y a pas des occidentaux qui viennent se faire initier au Gabon, et non plus pour les communautés traditionnelles. Moi, je suis médiateur interculturel, il faut comprendre ça. Mon travail, c'est les mécanismes, mon travail, c'est autour de cette rencontre-là interculturelle entre l'Occident et l'Afrique, et faire en sorte que ça se passe de manière équilibrée, sans préjugés, sans discrimination. C'est mon travail. Il y a la question d'un auditeur. Il gagne quoi en retour, votre invité? Qui? Il demande ce que tu gagnes en retour. Vous gagnez quoi en retour? En faisant tout ça. Alors, moi, ça, c'est la question d'un auditeur. Oui. Alors, l'auditeur, déjà, je vais lui répondre. Mon organisation s'appelle les Bénédictions de la Forêt. Donc, la première chose que je gagne, déjà, c'est les bénédictions de la forêt. Donc, certaines bénédictions qui me sont profitables. Je lui demanderai pourquoi on va à l'église, quelque part. Pourquoi on prie. On y trouve certaines
certains avantages. Oui. Après, la deuxième chose, c'est que je gère une organisation internationale, évidemment, sur laquelle je me dégage quand même une indemnité compensatoire, hein, ce qu'on appelle une indemnité compensatoire. Pour être très clair, elle est de $32 de l'heure brute, hein, voilà, pour mon invité. Donc, $32 de l'heure brute. Je crois que ça fait à peu près 9000 francs CFA net, parce que je paye les impôts quand même de l'heure. Et donc, oui, ça me permet de subvenir à mes besoins basiques. Voilà. À côté de ça, j'ai d'autres activités professionnelles, Dieu merci. Donc, j'ai quand même, je travaille énormément. Hein, je bosse 270 heures par semaine. Donc, voilà. Yann, je voulais te poser une question. Si je mange l'iboga sans la cérémonie initiatique, regarde comment il me regarde déjà quand je pose la question. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ça me tente, attention. Je sais. On a Pinji. Qu'est-ce qui va m'arriver? Si tu manges l'iboga, qu'est-ce qui va t'arriver? Sans le rituel, sans la soirée, sans... Si je trouve un morceau bien écrasé, et puis je mange ça. Mon ami, ça dépend énormément de facteurs. Ça dépend d'abord, d'une part, de l'intention que tu mets derrière la fraîche. Quelle est ton intention? Voilà. D'accord. La deuxième chose, ça dépend aussi de ton état physique et mental. Donc, comment ton corps est, si tu es propre, et comment ton esprit est, s'il est sain, occupé, pollué. Bon, voilà. Ensuite, ça va dépendre de la qualité de la médecine que tu prends. Qualité de l'iboga que tu prends. Il y a différentes qualités, différentes variétés, différentes façons de le cultiver, différentes façons de le prélever, différentes façons de le consommer. Alors ensuite, ça va dépendre de l'environnement dans lequel tu es. Parce qu'on ne prend pas l'iboga, je ne sais pas moi, en boîte de nuit, au VIP. Voilà, donc l'environnement dans lequel tu le prends, les énergies des lieux où tu es. Voilà. Donc il y a beaucoup de facteurs. Hein. Mais j'avais bouffé ça à l'université. Il y a un gars qui avait emmené ça dans un pot. Très bien, mais ça peut très bien se passer. J'avais vu les étoiles. Oui, moi je connais des gens qui ont pris. J'ai déjà vu, moi, un singe, un mandril, donner de l'iboga à quelqu'un, voilà, qui l'avait arraché quelque part, et donner un morceau, et la personne l'a consommé. C'est très bien passé. Yann, est-ce qu'il y a une limitation à la consommation de l'iboga? Alors, il y a tout un tas de choses qui se disent ça et là sur la consommation de l'iboga avec des overdoses. Les overdoses d'iboga n'existent pas. Vous vomirez avant d'avoir fait une overdose. Il n'y a pas d'overdose d'iboga. Quand on voit des accidents dans la presse, on dit « Ah, il est mort d'une overdose d'iboga », c'est absolument impossible. Il y a deux cas de figure. Soit ce n'était pas de l'iboga, parce que malheureusement, comme l'iboga est sujet à un fort commerce, il y a des gens qui s'improvisent commerçants d'iboga et qui font l'erreur qui confondent les variétés. Il y a des variétés d'iboga qui sont toxiques, qui ne sont pas d'ailleurs l'iboga, mais qui sont des cousins, comme le Voacanga africana, qui ressemble énormément à l'iboga, mais qui n'est pas de l'iboga. Donc il y a des gens qui s'improvisent commerçants d'iboga et qui font et qui malheureusement se trompent au niveau de la matière première. Ensuite, il y a l'iboga qui va être pas jeune, il y a l'iboga qui va être prélevé là où il ne doit pas être prélevé. Donc il y a aussi l'iboga qui peut être mélangé, parce que vous savez, une bouteille d'iboga, maintenant ça se vend jusqu'à 40 000 francs CFA, donc il y a des gens qui vont mélanger ça avec d'autres choses, donc les accidents viennent souvent de là. Ou l'accident vient de l'état de santé de la personne. Parce que quelqu'un qui a des faiblesses cardiaques, hein, par exemple, ou gastriques, mais surtout cardiaques, s'il consomme effectivement un peu trop d'iboga, il peut faire un arrêt cardiaque. Donc malheureusement au Gabon, on ne fait pas d'électrocardiogramme aux candidats à l'initiation. Ça se fait dans les cliniques à l'étranger. Mais normalement, quelqu'un qui est candidat à l'initiation devrait d'abord vérifier s'il n'a pas de problème cardiaque. S'il a un problème cardiaque, effectivement, il risque de faire un arrêt cardiaque. Mais il n'y a pas d'overdose d'iboga, ça n'existe pas. Moi, j'ai vu, par exemple, dans le Disumba, dans le boutique Disumba de la région de mon ami ici présent, des gens manger 2 assiettes pleines d'iboga, c'est-à-dire 200 grammes d'iboga. Vous comprenez? Et ils deviennent Disumba, c'est-à-dire dilués. Ils partent en coma, ils quittent leur corps. Mais il y a des gens qui mangent l'iboga, mais qui ne... Partir ensemble. Il y a des gens qui mangent l'iboga mais qui ne voyagent pas. Comment ça s'explique? Comme moi. Alors là encore, il y a beaucoup de facteurs et je ne peux pas donner toutes les réponses ici publiquement parce qu'il y a certaines choses qui appartiennent. Yann, pourquoi il n'y a pas un musée de l'iboga? Je vous pose la question. Après, moi, je veux dire, une nouvelle fois, je ne suis pas un autochtone, donc c'est à vous que je vous pose la question. Pourquoi vous n'avez pas créé un musée de l'iboga? Je veux dire, il devrait y avoir un musée. On a un musée de la culture, n'est-ce pas? Donc, effectivement, dans ce musée de la culture, il devrait forcément y avoir certaines choses à ce sujet-là. L'iboga, aujourd'hui, est au Gabon, ce que la Tour Eiffel est à Paris, ce que la Statue de la Liberté est aux États-Unis. Si aujourd'hui, le Gabon est connu dans le monde entier, c'est avant tout grâce à l'iboga. Avant tout, je veux dire, si vous vous renseignez, vous verrez, c'est l'iboga qui fait connaître le Gabon. Plus que les gorilles ou, je ne sais pas, moins que...
Il y a quand même Akenenge qui fait connaître beaucoup le Gabon. Oui. Akenenge, mais énormément. Mais l'Iboga, c'est vraiment aujourd'hui, je dirais, l'emblème du Gabon, c'est le porte-drapeau du Gabon, c'est l'Iboga, sans aucun doute. Et tes prochaines missions à l'intérieur du pays, c'est quand ? On en fait tous les mois et demi. Donc, moi, personnellement, ce qui se passe, c'est que progressivement, je laisse les mains de mon organisation aux Gabonais autochtones, parce que moi, je suis Gabonais, mais je ne suis pas autochtone. Moi, ce qui se passe, c'est que progressivement, je fais ce qu'on appelle du transfert de compétences. Donc, aujourd'hui, mon organisation, je ne la préside plus. C'est mon épouse Akele, que je salue, Madame Miboka, qui préside l'organisation. Et puis, progressivement, il y a une équipe locale, comme monsieur ici, Mboulou Mossala, qu'on appelle Etoudia Bongo, qui aussi s'occupe de ça. Et ce sont eux qui, maintenant, progressivement, font les missions sur le terrain. Moi, je viens tous les trimestres. Je suis toujours domicilié en ce moment en région parisienne. Et je viens ici tous les trimestres. Et c'est mes équipes qui font des visites sur le terrain. La prochaine visite sur le terrain sera fin février. Ils vont partir dans l'Ingounier, faire le tour des projets que nous sommes en train de financer. Et voilà, et voir si tout se passe bien. Je précise qu'on met un accent particulier sur la question de genre et faire en sorte que les femmes soient le plus possible aux commandes des projets. Voilà. Donc ça, on insiste beaucoup là-dessus. Merci Yann pour avoir accepté notre invitation ce matin fraîche. sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Il y a encore des questions des auditeurs, mais on n'a plus le temps. On aura encore l'occasion de te réinviter la prochaine fois que tu seras de passage à Libreville. Sans problème, avec grand plaisir. D'accord, passe une bonne journée. Merci infiniment. Vous aussi. Urban FM 104.5.